Dans la même semaine où les contrats d'exportation américains s'effondraient, une loi semencière de 900 millions de dollars surgissait du Burkina Faso et inquiétait Washington. Alors que les récoltes se fanaient dans l'Iowa, une autre histoire se levait sur le Sahel, où une décision politique retournait l'accord tacite entre dépendance agricole et souveraineté. Comment comprendre, pour chacun qui regarde de loin, qu'Ibrahim Traoré devienne soudain le visage implicite d'un continent décidé à ne plus louer ses graines à des laboratoires étrangers? À partir de là, la carte du pouvoir ne se lisait plus comme avant. Ce récit promet d'éclairer non seulement la mécanique d'une loi semencière contestée, mais surtout les enjeux profonds qu'elle révèle: dépendance structurelle, vulnérabilité commerciale et souveraineté agricole. Le bénéfice central pour le spectateur tient en 10 mots: comprendre comment une décision locale peut déplacer un équilibre mondial. Car derrière les termes techniques, une tension avance silencieusement. Ce qui se joue n'est pas seulement la gestion des cultures, mais la possibilité pour un continent de rompre un cycle de dépendance vieux de plusieurs décennies. La question, pourtant simple, inquiète de Washington à Bruxelles. Que deviendra le marché mondial si l'Afrique décide d'écrire ses propres règles agricoles? Et c'est ici que le risque devient palpable, presque concret, lorsque l'on observe la réaction des investisseurs, des exportateurs et des chancelleries qui perçoivent la loi de 900 millions comme un signal d'alarme plus que comme une réforme sectorielle. Un détail glissé dans certains briefings a même cristallisé la crainte: l'effet domino. Si un pays peut changer la donne aussi vite, qui l'empêchera d'être suivi? La première révélation, discrète mais décisive, apparaît dans un contraste chiffré. Au moment même où les exportations américaines s'effritaient pour la troisième année consécutive, le Burkina Faso adoptait une loi semencière évaluée à 900 millions de dollars, bouleversant tout le cadrage géopolitique du secteur. La seconde révélation suit immédiatement. Ce vote, étudié pendant des mois, n'a demandé qu'une heure pour être adopté, signe que le pays savait exactement ce qu'il voulait rompre et ce qu'il voulait reconstruire. C'est dans cette accélération assumée que se lie un basculement plus vaste, annonçant une lutte pour la souveraineté agricole que les analystes n'avaient pas anticipée. Pour comprendre ce changement, il faut replacer la scène dans sa chronologie. Depuis 2 décennies, les semences brevetées, souvent liées aux géants du génie génétique, avaient progressé silencieusement dans les terres du Sahel. Elles dictaient les cycles de plantation, orientaient les engrais, formalisaient l'achat annuel et plaçaient les agriculteurs dans une logique de renouvellement obligatoire. La dépendance n'était ni brutale ni immédiate, elle s'installait comme une routine. Et c'est justement cette routine qui a été brisée par la nouvelle loi. Lors de l'annonce, les radios communautaires ont relayé des témoignages venus de Wahi Gouya, Koudougou, Kaya. Des familles se souvenaient d'années où les semences modifiées promettaient des rendements plus hauts, mais laissaient derrière elles un sol épuisé, incapable de tenir plusieurs saisons. Des agriculteurs évoquaient les dettes nées de l'achat annuel de semences brevetées et le sentiment dérangeant d'avoir perdu quelque chose de plus grand que de simples récoltes. C'est là que le rôle supposé de Ibrahim Traoré commence à apparaître dans le discours public, non pas comme l'auteur unique de la réforme, mais comme un point de ralliement symbolique, un repère dans un moment où la notion même d'autonomie agricole redevenait possible. Et lorsque Washington s'est inquiété du précédent, l'Afrique, elle, y a vu un début de rééquilibrage. Pour suivre la trajectoire de cette loi, il faut un fil conducteur humain, quelqu'un qui permette de voir ce que les textes officiels ne racontent pas. Ce rôle, dans bien des récits locaux, est souvent tenu par de modestes agriculteurs, des techniciens de terrain ou encore des chercheurs travaillant loin des caméras. L'un d'eux, un agronome de Bobo-Dioulasso, explique que tout a réellement commencé lorsqu'il a constaté que certaines variétés anciennes conservaient leur résilience malgré la sécheresse persistante. Ce constat, répété sur plusieurs parcelles, a servi d'étincelle. Les solutions n'étaient pas forcément ailleurs, elles pouvaient se trouver sous les pas de ceux qui cultivaient déjà la terre. Un autre témoignage provient d'un jeune formateur rural, habitué à animer des ateliers sur la préservation des sols. Il avait remarqué que les familles, continuant à planter des variétés héritées, présentaient une dépendance économique moindre.
moins d'achats annuels, moins de variations provoquées par les prix imposés et davantage de contrôle sur la manière de planifier leurs saisons agricoles. Ce type d'observation, avant même que la loi ne soit votée, annonçait une transition possible. Ces deux figures, différentes mais complémentaires, révèlent le premier effet tangible de la loi, une réappropriation du temps long. Lorsque les semences ne sont plus liées à des cycles commerciaux rigides, les agriculteurs peuvent redevenir maîtres de leur rythme, de leur sol, de leur horizon. Et c'est précisément cette liberté retrouvée qui, dans les premiers mois suivant le vote, a nourri un sentiment collectif de redéfinition nationale. Le véritable enjeu devient alors clair en filigrane. La souveraineté commence là où les sols cessent d'être dictés par d'autres. Tout s'enclenche par un fait simple, presque anodin. La loi arrive au Parlement avec un rapport finalisé après des mois d'enquête agronomique, de consultations villageoises et d'évaluations scientifiques. Le déclencheur ne porte pas de slogan. Il porte des chiffres. Et ces chiffres, une fois posés sur la table, bousculent les certitudes silencieuses accumulées depuis 20 ans. Le vote démarre. 1 heure, pas plus. Ce temps réduit, inattendu, devient le premier choc pour les observateurs extérieurs. Il révèle une décision mûrie, assumée, débarrassée des hésitations qui accompagnent souvent les projets structurants. Cette vitesse programmée donne à la séquence son intensité. Et c'est précisément là que se forme le premier mouvement de rupture. Un pays affirme qu'il choisit son sol avant ses contrats. Le second mouvement se produit presque simultanément. Dans plusieurs régions, les radios communautaires diffusent la nouvelle. Des groupes de familles se rassemblent autour des appareils. Certains écoutent en silence, d'autres échangent des souvenirs liés aux années où les semences modifiées dominaient les marchés locaux. La répétition d'un même constat traverse les discussions. La dépendance est devenue trop lourde, trop coûteuse, trop éloignée du rythme naturel de la Terre. Puis vient le moment où l'on comprend que la loi ne parle pas seulement de biologie ou d'économie. Elle parle d'histoire. Elle parle d'un lien ancien entre les communautés et leurs semences. Elle parle de transmission, interrompue par des importations devenues obligatoires au fil des saisons. C'est à cet instant que ressurgit la figure d'Ibrahim Traoré dans le discours public comme un marqueur de volonté politique, sans renversement spectaculaire, mais avec une constance qui nourrit la perception d'un repositionnement national. La montée en tension atteint son sommet lorsque les cercles de décision occidentaux réagissent. Washington convoque des experts, Bruxelles demande un examen des impacts commerciaux, les lobbies agricoles s'agitent. Chaque centre d'influence voit dans la loi un précédent qui pourrait se propager bien plus vite que prévu. Le ton se durcit dans certains mémos internes. Les analystes redoutent un glissement régional, une réorientation stratégique, un effet domino difficile à contenir. Le point culminant arrive quand une question pourtant simple devient obsédante. Que se passera-t-il si d'autres pays adoptent des dispositifs similaires ? C'est ici que commence la phase de retombée, plus lente mais plus profonde. Au Burkina Faso, l'après-loi n'est pas marqué par des scènes spectaculaires. Il est marqué par des gestes minuscules, des gestes répétés, des gestes qui, combinés, transforment un paysage agricole tout entier. Dans les villages, on trie les premières variétés anciennes remises en service. Dans les centres de formation, on enseigne les techniques de conservation. Dans les champs, on expérimente de nouvelles associations de cultures pour s'adapter au sol. Les agriculteurs reprennent la main sur le calendrier des semis. Les familles projettent leur saison différemment. Les décisions ne sont plus dictées par l'arrivée d'un colis annuel, mais par l'observation du sol. La loi agit comme un ralentissement maîtrisé. Elle recrée des marges de manœuvre. Elle ouvre des possibilités. Elle rend à chacun un espace d'autonomie que les cycles commerciaux resserrés avaient érodé. Ainsi, la séquence entière, déclenchement rapide, tension maximale, retombée structurante, devient la preuve qu'un changement agricole peut transformer une nation sans fracas, seulement avec une continuité déterminée. Non, la loi semencière ne s'impose pas par des slogans, elle s'impose par ses mesures, par des données concrètes que nul ne peut ignorer. Le premier chiffre marquant est évidemment son enveloppe financière, 900 millions de dollars,
une somme entièrement orientée vers la sortie progressive des variétés génétiquement modifiées et la restauration des semences indigènes. Cette allocation montre une ambition à long terme, car une telle somme rend possible un réseau complet de banques semencières, de formations communautaires et d'inspections frontalières renforcées. C'est un investissement qui redéfinit l'échelle des choix agricoles. Le deuxième élément chiffré provient du vote lui-même. 1 heure a suffi au Parlement pour adopter la loi après des mois de consultations techniques. Cette durée réduite renvoie une idée précise. Le pays n'a pas voulu laisser place aux incertitudes ou aux pressions. Il souhaitait sceller immédiatement le cadre juridique d'une nouvelle trajectoire agricole. Zarman, 12 mots expliquent ce phénomène. La rapidité reflète une volonté claire d'éviter tout contretemps stratégique. Le troisième paramètre se lit dans les réactions occidentales. Un mémo interne américain a estimé que la perte du marché africain pourrait entraîner une chute à 2 chiffres pour certaines filières liées aux exportations biotechnologiques. Ce signal, même prudent, illustre comment le déplacement d'un seul pays peut modifier des équilibres commerciaux entiers. 10 mots suffisent ici. La vulnérabilité se révèle lorsque la dépendance dépasse les marges acceptables. Ces 3 mesures, placées côte à côte, créent un environnement où l'analyse devient plus lisible. Le Burkina Faso n'a pas seulement promulgué une loi, il a inscrit une orientation stratégique fondée sur des indicateurs rationnels, mesurables et comparables. Mais ce cadre chiffré ne prend sa signification réelle qu'à travers les conséquences qu'il enclenche. Dans les régions rurales, les premiers centres de formation ont vu affluer des jeunes biologistes travaillant sur des espèces anciennes. Leurs travaux s'appuient sur des cartes d'humidité, sur la lecture des sols et sur les propriétés génétiques des variétés précoloniales. L'objectif n'est pas de s'opposer à la science moderne, mais de prouver que certaines solutions longtemps négligées sont compatibles avec les défis agricoles actuels. Lorsque les études ont démontré la résilience des cultures locales face aux sécheresses répétées, les agriculteurs ont commencé à ajuster leur schéma de plantation. Les familles, qui autrefois dépendaient des livraisons annuelles de semences hybrides, se sont tournées vers des cycles autonomes, capables de survivre sans achat régulier. Une dynamique nouvelle a jailli. Le temps agricole n'est plus soumis aux calendriers commerciaux imposés depuis l'extérieur. À mesure que les données s'accumulaient, les observateurs étrangers ont compris que la loi représentait bien plus qu'une réaction politique. Elle constituait un modèle. Et dans plusieurs capitales, le nom d'Ibrahim Traoré circulait comme symbole potentiel d'une recomposition stratégique du Sahel, non pas par la force, mais par une redéfinition méthodique des bases alimentaires. L'examen comparé des chiffres, des réactions et des transformations locales conduit à une conclusion claire. Le Burkina Faso a mis au centre de sa politique un principe qui semblait oublié. Un pays qui contrôle ses semences contrôle la direction de son avenir. Le premier argument, avancé par les critiques occidentaux, repose sur l'idée d'un risque économique majeur. Selon eux, l'abandon des semences génétiquement modifiées entraînerait une chute de rendement, une baisse de compétitivité et une vulnérabilité accrue face aux sécheresses. Ils craignent également que le système agricole du Burkina Faso ne puisse supporter la transition sans l'appui technologique fourni depuis des décennies par les biotechnologies étrangères. Pour ces observateurs, la dépendance n'est pas un défaut, mais un filet de sécurité intégré à l'économie mondiale. Ils soutiennent qu'un pays qui s'écarte des innovations biotechnologiques prend le risque d'isoler ses agriculteurs et de réduire sa capacité à exporter. Le second argument, plus géopolitique, considère cette loi comme une menace pour les relations internationales. Certains analystes estiment que la décision pourrait altérer durablement les accords commerciaux avec l'Europe ou les États-Unis, voire susciter des réactions coercitives sous forme de restrictions, d'enquêtes ou de revendications à l'Organisation mondiale du commerce. Dans cette lecture, l'autonomie semencière est perçue comme un geste de rupture potentiellement déstabilisant pour un système global fondé sur des chaînes d'approvisionnement intégrées. L'idée directrice est que l'indépendance agricole créerait un précédent dangereux que d'autres nations pourraient imiter, fragilisant ainsi l'architecture actuelle des échanges. Pourtant, lorsque l'on confronte ces deux arguments à ce que révèle le terrain, une image différente se dessine.
Le Burkina Faso n'a pas agi dans le vide. La loi résulte de mois d'études, d'analyses de sol et de consultations villageoises. Elle s'inscrit dans une tendance plus large, déjà perceptible en Afrique de l'Ouest, où plusieurs pays, du Mali au Niger, envisagent de renforcer leur propre système semencier. Les témoignages recueillis dans les villages démontrent une réalité que les modèles macroéconomiques n'avaient pas anticipée: la résilience des variétés ancestrales face au cycle climatique et l'allègement de la pression financière liée aux achats annuels. Les réactions des chercheurs, des agriculteurs et des institutions africaines indiquent que ce mouvement n'est pas une fermeture, mais une refondation. Ainsi, le Stillman n'abolit pas les inquiétudes, mais les replace là où elles prennent sens, dans la tension entre dépendance héritée et souveraineté redécouverte. Tout bascule en silence. La scène ne se joue pas dans un hémicycle, mais dans une salle sobre de Ouagadougou, où un discours bref, presque dépouillé, introduit un tournant inattendu. Le message n'est pas emballé dans la rhétorique classique. Il affirme seulement qu'un pays qui ne contrôle pas ses semences ne contrôle pas son destin. Cette ligne, reprise dans plusieurs villes du Sahel, modifie la perception générale du conflit. Mokonkot, le point de bascule vient ensuite d'un autre détail: la réaction technique des instituts de recherche africains. Au Mali, au Niger et ailleurs, les équipes commencent à examiner le texte du Burkina Faso comme un modèle reproductible. Ils disent non, ce n'est plus un cas isolé, Pokémon. C'est une matrice possible. C'est dans ce climat que le nom d'Ibrahim Traoré s'impose comme une référence symbolique d'un repositionnement régional. Le leadership n'est notifié, mais on lui est attribué. Ce glissement narratif change la fonction de la loi. D'une décision nationale, elle devient un point de ralliement continental. Et à cet instant précis, les pouvoirs extérieurs comprennent que le débat ne porte plus uniquement sur l'agriculture, mais sur l'autorité d'écrire les règles de l'avenir. Les premiers effets concrets apparaissent chez les agriculteurs. Dans les villages du nord comme du centre, les familles réapprennent à trier, conserver et échanger les variétés ancestrales qui avaient disparu des marchés. Cette dynamique crée une autonomie nouvelle, visible dans la réduction des achats annuels et dans la diversification des plantations. À Santok, les anciens parlent d'un retour de mémoire, rappelant que certaines variétés, oubliées pendant des décennies, avaient survécu à des sécheresses que les hybrides importés ne supportaient pas. Cette résurgence transforme les pratiques agricoles sans bruit, mais avec une détermination croissante. Du côté des petites et moyennes entreprises locales, l'effet se matérialise sous forme d'opportunités inattendues. Les coopératives spécialisées dans la conservation semencière voient affluer des demandes, stimulées par les formations et les programmes communautaires. Certaines start-up agronomiques réorientent leurs activités vers les analyses de sol et la cartographie de l'humidité, encouragées par la volonté de réduire la dépendance aux technologies importées. Même dans les marchés urbains, on observe une préférence nouvelle pour les variétés non modifiées, signe que la transition alimentaire dépasse les zones rurales. Les commerçants notent un intérêt croissant pour les produits revenus du sol comme un marqueur de confiance retrouvée. Pour l'État burkinabé, la loi devient un outil de cohésion. La rapidité du vote a permis d'éviter les blocages et les divisions internes, laissant place à un rare consensus autour de la souveraineté agricole. Les débats qui suivent dans l'Assemblée portent désormais sur des questions techniques: restauration des sols, gestion de l'eau, création d'un fonds de stabilisation pour les cultures locales. Ce glissement vers une gouvernance plus structurée témoigne d'une maturation institutionnelle. Et dans ce paysage politique remodelé, la présence d'Ibrahim Traoré est souvent évoquée comme un élément de continuité, un repère dans une réforme qui dépasse toute figure individuelle mais qui s'appuie sur un signal politique clairement identifié. À l'échelle régionale et internationale, les répercussions se propagent rapidement. Au Mali, des chercheurs étudient, ligne par ligne, la loi burkinabé pour estimer sa compatibilité avec leur propre stratégie de souveraineté agricole. Au Niger, des consultations locales questionnent la création éventuelle d'un conseil semencier du Sahel capable de standardiser la protection des variétés indigènes. Ces mouvements attirent
l'attention des puissances occidentales qui voient s'esquisser un bloc régional moins dépendant des biotechnologies importées. Les réactions de Washington et de Bruxelles montrent que la portée de la loi dépasse largement les frontières nationales. Elle modifie les rapports de force, réorganise les échanges et ouvre un espace stratégique nouveau pour les pays africains. Ainsi, dans chacun de ces 4 ensembles, du foyer au champ, de l'entreprise au gouvernement, du Sahel aux capitales étrangères, les conséquences s'alignent autour d'une même idée. La souveraineté agricole n'est plus un concept théorique, mais une réalité en construction. Les 6 à 12 prochains mois dessineront la trajectoire réelle de la loi et 3 scénarios principaux émergent des dynamiques déjà visibles sur le terrain et dans les réactions internationales. Là, dans un premier scénario, celui de la consolidation silencieuse, la transition s'effectue sans rupture majeure. Les banques semencières prévues reçoivent leur premier financement et amorcent la collecte structurée des variétés ancestrales. Les centres de formation poursuivent leur atelier sur la lecture des sols et l'adaptation des cycles agricoles. Les agriculteurs stabilisent progressivement leur rendement grâce aux cultures locales revalorisées. Du côté international, les réactions restent fermes mais prudentes. Discussions techniques, inquiétudes répétées, mais pas d'escalade immédiate. Les partenaires occidentaux observent, évaluent, attendent des données plus précises avant d'agir. Dans ce contexte, la loi burkinabé consolide son socle, sans basculement dramatique, mais avec une montée régulière de sa légitimité interne. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, marqué par un effet domino maîtrisé, plusieurs pays du Sahel passent du stade d'observation à celui d'expérimentation. Le Mali accélère ses évaluations sur un possible cadre légal aligné. Le Niger approfondit l'idée d'un conseil semencier régional et le Ghana ou le Sénégal consultent leur communauté agricole sur la viabilité d'un modèle similaire. Cette propagation n'est pas explosive, mais méthodique. Elle s'appuie sur les mêmes constats, dette réduite, sol plus résilient, moindre vulnérabilité commerciale. Les débats à Washington et Bruxelles se tendent, mais restent contenus dans les mécanismes institutionnels habituels. Dans ce scénario, l'Afrique commence à clarifier une architecture agricole propre et pour la première fois depuis longtemps, les discussions internationales intègrent l'hypothèse d'une autonomie structurée du Sahel. Dans un troisième scénario, le plus tendu, celui de la pression externe et de la turbulence interne, la pression commerciale s'intensifie plutôt que prévu. Des enquêtes, des restrictions ciblées ou des menaces de recours juridiques émergent via les institutions internationales. Cela provoque une crispation interne, inquiétude chez les commerçants dépendants de certains débouchés, tensions politiques ponctuelles, ralentissement administratif dans le déploiement des programmes locaux. Même dans ce cas, toutefois, les dynamiques communautaires restent actives. Les familles continuent de conserver et échanger leurs variétés, les chercheurs poursuivent leurs travaux et les agriculteurs réorganisent leurs pratiques malgré les obstacles. La loi perd en vitesse, mais pas en direction. Pour un grand nombre de spectateurs, cette histoire ne reste pas théorique. Elle touche à des questions familières. D'où vient la nourriture que l'on consomme ? Qui décide des règles qui structurent les systèmes agricoles ? Et quel espace reste-t-il aux communautés locales dans un monde gouverné par les marchés et les laboratoires S ? Pour le public A, celui qui s'intéresse au quotidien et aux questions de souveraineté concrète, la loi burkinabé rappelle que les choix agricoles ne sont jamais neutres. D'assez brut, ils influencent les prix, les habitudes alimentaires et la capacité des familles à décider de leur propre avenir. Une simple suggestion peut aider. Observer l'origine des produits et comprendre les cycles qui les rendent possibles. Pour le public B, constitué de professionnels, de chercheurs ou de passionnés d'économie politique, l'enjeu réside dans la recomposition des rapports de force. La transformation engagée au Burkina Faso offre un exemple rare d'un pays réécrivant son cadre agricole malgré les pressions extérieures. Ce public trouvera matière à réflexion dans la manière dont les institutions internationales réagiront et dans le degré de résilience que montreront les communautés locales lorsque les tensions s'intensifieront. PESIC. Pour le public C, celui qui suit les dynamiques sociales et culturelles, la loi devient un miroir.
Elle montre comment un changement technique peut revitaliser des pratiques communautaires, unifier des groupes auparavant dispersés et réactiver des formes d'identité liées à la Terre. Une piste simple apparaît: suivre les récits locaux, les voix qui émergent dans les villages, les communautés qui se réapproprient leur histoire semencière. Dans ces trois prismes, un point commun revient: la souveraineté alimentaire n'est pas un concept abstrait. C'est un mouvement qui se mesure dans les gestes, dans les décisions quotidiennes, dans la façon dont un peuple choisit de nourrir son propre avenir. Le passage à une souveraineté semencière durable exige une feuille de route précise, lisible par tous ceux qui agisseront sur le terrain. La loi de 900 millions ouvre le cadre, mais sa réussite dépend d'une série d'étapes synchronisées. Le premier axe concerne la consolidation des banques semencières. Les institutions locales doivent inventorier, classifier et sécuriser les variétés indigènes récoltées au cours des prochains mois. Ce travail revient aux biologistes, aux conservateurs et aux coopératives rurales. La mesure d'avancement est simple: volume de semences préservées et diversité réellement restaurée. Chaque trimestre, un rapport interne pourrait vérifier la progression. Deuxième étape, former une génération intermédiaire de techniciens capables de transmettre les méthodes de culture adaptées au sol du Sahel. Les centres communautaires peuvent organiser des cycles d'ateliers, tandis que les enseignants agricoles traduisent les données scientifiques en gestes quotidiens. Le succès se mesure par l'adoption concrète des pratiques: association culturelle améliorée, observation des sols, optimisation de l'humidité. Troisième mouvement, renforcer les contrôles frontaliers afin de garantir la transparence génétique exigée par la loi. Les équipes chargées de l'inspection doivent être équipées et leur rotation planifiée pour éviter les failles. L'indicateur reste clair: régularité des vérifications et conformité des cargaisons. Quatrième axe, soutenir les familles agricoles durant les premiers cycles de transition. Les autorités peuvent stabiliser certains prix d'achat locaux ou offrir un appui logistique minimal. L'objectif est d'éviter que les fluctuations du marché n'interrompent l'élan initial. Enfin, cinquième étape, ancrer politiquement et socialement la continuité de la loi, dimension souvent associée au rôle d'Ibrahim Traoré dans l'imaginaire public. Cette continuité ne dépend pas d'un individu, mais d'un cadre qui survive aux cycles gouvernementaux. Elle se mesure à la capacité des institutions à conserver le cap malgré les pressions externes. Dans cet agencement, chaque geste se répond, chaque étape renforce la précédente. Le fil émotionnel revient naturellement vers ces gestes minuscules décrits plus tôt. L'agronome de Bobo Dioulasso, penché sur une poignée de terre, le jeune formateur observant la manière dont une variété ancienne résistait silencieusement à la sécheresse. Ces scènes modestes, presque fragiles, prennent désormais une dimension nouvelle. Elles sont devenues les repères d'une transition nationale que personne n'aurait imaginée aussi profonde quelques années plus tôt. Quand les tensions internationales s'intensifient, ce sont pourtant ces instants simples qui demeurent. Un pays qui choisit de protéger ses graines, des familles qui transmettent leur savoir, des chercheurs qui réapprennent à écouter ce que dit le sol. Dans ce décor, la présence d'Ibrahim Traoré n'est pas un étendard, mais un point d'appui, une silhouette politique à laquelle s'accroche l'idée qu'un chemin plus autonome reste possible. Le retour à ces images éclaire ce que la loi a réactivé: une mémoire, une manière de reprendre place dans une histoire trop longtemps écrite ailleurs. Et dans le calme des villages du Sahel, ce sentiment affleure comme une évidence. La souveraineté commence dans un geste simple. Lorsque l'on regarde l'ensemble du parcours, un fil commun se détache. La transformation n'a pas été portée par la confrontation, mais par une reconstruction patiente, enracinée dans les gestes quotidiens des familles, des chercheurs et des communautés rurales. C'est cette dimension silencieuse, presque intime, qui donne à la loi sa force durable. Pour ceux qui suivent cette histoire depuis l'extérieur, une invitation se dessine: observer comment un pays peut redéfinir son rapport à la terre, sans bruit, sans éclat, simplement en choisissant de comprendre ce qui lui appartient déjà. Si ce récit résonne avec vos propres questions sur l'autonomie, la terre ou la manière dont les nations écrivent leurs règles, vous pouvez laisser un mot, une ville, un lieu qui vous tient à cœur.
non pas pour mesurer un soutien, mais pour tracer une cartographie humaine, celle de ceux qui s'interrogent, qui réfléchissent, qui cherchent à comprendre comment une graine peut parfois changer l'équilibre d'un monde. Le reste appartient à la conversation que vous choisirez d'ouvrir.